Photographie, mesures, plans architecturaux. Pas des théories, pas des légendes, pas du folklore. Des photographies. Quand j'ai commencé à étudier l'architecture municipale européenne du 19e siècle, je ne cherchais pas une civilisation perdue. Je recherchais des variations régionales dans les normes de construction. Mais j'ai trouvé l'Opéra de Paris, 1875, hauteur de porte documentée, 6,2 mètres. 6,2 mètres de hauteur, le double de la normale, pas une fois, pas deux. 50 bâtiments à Paris seulement. Paris, Saint-Pétersbourg, Budapest, Prague, Varsovie, Vienne, Chicago. Même proportion, même période, même impossibilité. Les relevés architecturaux des années 1870 ne mentent pas. Les photographies d'époque montrent des ouvriers à côté de ces portes. Ils ressemblent à des enfants. Et ces portes menaient quelque part qu'on ne veut pas qu'on trouve. Des portes à Paris. 6 mètres de hauteur, pas un bâtiment, 50 bâtiments. Chaque bâtiment gouvernemental construit entre 1850 et 1890 présente des portes moyennant 6,1 mètres de hauteur. Pas occasionnel, standard. Les plans architecturaux originaux des Archives nationales françaises montrent les dessins d'élévation des portes. Les photographies d'époque placent des ouvriers pour l'échelle. Les humains paraissent minuscules. Les proportions ne correspondent pas. Pourquoi construire des portes pour des occupants de 3,5 mètres? Pourquoi maintenir des ratios plafond-porte de 1 à 2? Pourquoi gaspiller 40% de combustible supplémentaire pour le chauffage? Pourquoi créer une inefficacité structurelle? À moins qu'ils ne construisaient pas pour eux-mêmes. Des portes de 6 mètres plus nécessitent une quincaillerie qui n'existait pas officiellement avant les années 1920. Des charnières capables de supporter 800 kg par porte. Des systèmes de contrepoids, des assistances hydrauliques. Où sont les mécanismes? Où sont les registres d'installation? Où sont les brevets? Les calculs de poids des portes exigent des spécifications de charge de charnière impossibles pour l'époque. Les exigences de contrebalancement dépassent la technologie disponible. Impossible. Pourtant, ça existe. Pas décoratif, pas symbolique, pas cérémonial, pas occasionnel. Structurel, standard, universel. Des preuves photographiques réelles montrant des proportions systématiques à travers des dizaines de bâtiments institutionnels. La construction a commencé en 1875. Les portes ont été installées en 1876. Aucune documentation intermédiaire, comme si elles étaient apparues du jour au lendemain. Les registres d'installation de portes, disparus. Les spécifications de quincaillerie, introuvables. Les témoignages d'ouvriers, absents. La cohérence proportionnelle suggère des normes de conception héritées, pas inventées. Ce n'étaient pas des proportions françaises, c'étaient les proportions de quelqu'un d'autre. Des proportions que la France a héritées. Mais les portes n'étaient que le début. Parce que quand on mesure les portes, il faut mesurer les escaliers. Et c'est là que ça devient impossible. Opéra de Paris. Porte de 6,2 mètres. Opéra des Pas de Vienne, 6,1 mètres. Ermitage de Saint-Pétersbourg, 6,3 mètres. Parlement de Budapest, 6,0 mètres. Théâtre national de Prague, 6,2 mètres. Château royal de Varsovie, 5,9 mètres. Cathédrale de Berlin, 6,4 mètres. Bibliothèque publique de Chicago, 5,8 mètres. Hôtel de ville de San Francisco, 6,1 mètres. Teatro Colón de Buenos Aires, 6,0 mètres. Parlement de Melbourne, 6,2 mètres. Pas un endroit, pas deux. 11 pays, même décennie, 1850 à 1890. Même proportion, tolérance de plus ou moins 0,3 mètres. Même technique, quincaillerie impossible pour l'époque. Archives nationales françaises, cataloguées. Bibliothèque d'État autrichienne, cataloguée. Société historique russe, cataloguée. Tout mesuré, tout documenté, tout scellé. Pas l'Europe, pas les Amériques, pas isolé, global.
Preuve photographique de 11 nations différentes montrant des proportions architecturales identiques dans des bâtiments construits simultanément. Les cartes des années 1800 avaient une étiquette pour cette région. De l'Europe de l'Est à travers l'Asie centrale, ils l'appelaient Tartarie. En 1850, cette étiquette avait disparu, mais l'architecture est restée. 11 pays, un standard. Et puis j'ai mesuré les escaliers. Hauteur standard de contre-marche aujourd'hui, 17 à 18 cm. Hauteur standard de contre-marche année 1870, 40 cm. C'est une hauteur de marche nécessitant une longueur de jambe de 90 cm. Impossible pour des humains moyennant 165 cm de hauteur. Pas choix artistique. Spécification. Les photographies côte à côte montrent une personne moderne tentant de monter des escaliers de 40 cm. C'est dangereux, c'est épuisant, c'est anatomiquement inadapté. Les dessins de coupes architecturales des années 1870 montrent les spécifications de contre-marche, 38 à 42 cm, documentées dans chaque plan, les codes du bâtiment, l'ergonomie. Les considérations de sécurité dictent tous des contre-marches de 15 à 20 cm pour le confort et la sécurité humaine. Pourtant, chaque bâtiment majeur, 1850 à 1890, 38 à 42 cm. Pas des accidents, des spécifications. Trop uniformes pour être aléatoires. Les exigences d'extension de jambes dépassent les capacités humaines standards. Les calculs de centre de gravité montrent un risque de chute de 340%. Les données de risque de chute pour ces dimensions sont catastrophiques pour des occupants humains de taille normale. Impossible. Pourtant, construit partout. Pourquoi concevoir des escaliers nécessitant des jambes 50% plus longues? Pourquoi créer des dangers de sécurité pour chaque occupant humain? Pourquoi ignorer les principes ergonomiques? Pourquoi construire pour des proportions qui n'existent pas? À moins que ces proportions aient existé. Pas choix artistique, pas erreur de construction, pas variation culturelle. Conception systématique pour une anatomie différente. Une conception pour des corps que nous ne possédons pas. Aucune plainte de construction, aucun registre de rénovation, aucun rapport d'accident. Des escaliers qui auraient dû blesser des milliers de personnes. Zéro documentation de problème. Comme si les occupants contemporains les trouvaient parfaitement normaux. Les registres de plaintes, absents. Les demandes de modification, inexistantes. Les témoignages d'inconfort, disparus. Les mathématiques proportionnelles suggèrent des bâtisseurs de 3,2 à 3,8 mètres de hauteur. La même gamme de hauteur apparaît dans les légendes tartariennes à travers l'Eurasie. Plus des légendes maintenant, des mesures. Portes dimensionnées pour des êtres de 3,5 mètres. Escaliers dimensionnés pour des êtres de 3,5 mètres. Et puis il y a les plafonds. C'est là que le problème de chauffage devient impossible. Immeuble d'appartements parisien, année 1870, hauteur de plafond 11,4 mètres. Technologie de chauffage, cheminée à charbon. Pas de systèmes centraux. Les calculs thermodynamiques montrent une augmentation de 380% des coûts de combustible par rapport au plafond de 3 mètres. Les registres montrent une consommation normale de combustible. Impossible. Les chiffres ne correspondent pas. Les animations thermographiques montrent la perte de chaleur dans les pièces à haut plafond. 70% de la chaleur monte dans les espaces supérieurs inutilisés. Les factures de chauffage originales des archives municipales parisiennes montrent des coûts normaux, des coûts standards, malgré des volumes impossibles. La chaleur monte, physique de base. Des plafonds de 12 mètres perdent 70% de la chaleur dans les espaces supérieurs. La technologie des années 1870 ne peut pas compenser. Pourtant, les registres de combustible montrent une consommation standard. Les calculs BTU, les ratios volume-chauffage, les coûts comparatifs de combustible, tous montrent qu'il est impossible de maintenir des températures confortables avec la technologie disponible. Pas gaspilleur, pas inefficace, pas impratique. D'une manière ou d'une autre, parfaitement confortable. Trop efficace pour la technologie disponible. Comment les résidents chauffaient-ils des plafonds de 12 mètres?
Pourquoi les registres ne montrent-ils pas des coûts de combustible massifs? Pourquoi aucune plainte concernant les pièces froides? Pourquoi aucune rénovation pour abaisser les plafonds? À moins que le système de chauffage ne soit pas ce que nous pensons. Plan de système de chauffage? Disparu. Proposition de rénovation? Inexistante. Plainte d'hivernage? Absente. Des hivers froids, des volumes massifs, zéro problème documenté. Impossible avec la technologie du 19e siècle. Archives de l'école polytechnique, scellées. Registre d'ingénierie de la Sorbonne, restreint. Académie française des sciences, perdu dans un incendie. Musée technique allemand, catalogué, inaccessible. 4 institutions, même période, même politique de restriction. Les preuves suggèrent que les bâtiments étaient conçus pour des systèmes d'énergie atmosphérique, pas de combustion. Les dispositions géométriques, la composition des matériaux, les canaux souterrains pointent tous vers un chauffage électromagnétique. Une technologie que nous ne possédons pas. Les bâtiments ne correspondent pas à la technologie. La technologie ne correspond pas à la chronologie. Et la chronologie, c'est là que tout se démêle. Opéra de Paris, construit en 3 ans, utilisant des outils à main, pas d'équipement électrique, pas d'ordinateur. Opéra de Paris, 3 ans, 1873 à 1876. 2200 pièces. Staatsoper de Vienne, 4 ans, 1861 à 1865. 1500 pièces. Parlement de Budapest, 6 ans, revendiqué. La structure préexistait. Théâtre national de Prague, 2 ans, 1881 à 1883. Extension de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, 5 ans, 1000 pièces ajoutées. Cathédrale de Berlin, 4 ans, 1895 à 1899. Bibliothèque publique de Chicago, 3 ans, 1893 à 1896. Hôtel de ville de San Francisco, 2 ans selon les registres officiels. Hôtel de ville de Manchester, 3 ans, 1868 à 1871. Construction moderne, 12 ans minimum. D'une manière ou d'une autre, 3. Comment? Archives UNESCO, chronologie de construction documentée. British Library, permis de construire catalogué. Bibliothèque du Congrès, preuves photographiques datées. Toutes confirmant des vitesses impossibles. Aucune explication fournie. Pas des ouvriers efficaces. Pas une planification supérieure. Pas des techniques avancées. Délai impossible. Des structures équivalentes modernes nécessitent 8 à 15 ans avec de la machinerie avancée. Les chronologies officielles violent toutes les contraintes de construction connues. Les taux de progression dépassent les capacités humaines même avec l'équipement moderne. Trop rapide, trop parfait, trop cohérent. À moins qu'ils ne construisaient pas de zéro, à moins qu'ils rénovaient, à moins que les structures existaient déjà et nécessitaient seulement adaptation. Ce qui soulève la question, qu'adaptait-il? Et c'est là qu'on trouve les fondations. Extension du métro de Paris, 2003. L'excavation révèle les fondations de l'opéra. Couche inférieure, pas de mortier. Mégalithique. Bloc de granit taillé avec une précision sous-millimétrique, s'emboîtant sans agent de liaison, technique que nous associons au Pérou ancien, pas à la France des années 1870. 2 civilisations, même structure. Les photographies d'excavation de l'extension du métro de Paris montrent clairement 2 couches distinctes. La couche inférieure, taille mégalithique de précision. La couche supérieure, maçonnerie conventionnelle. Les comparaisons côte à côte sont irréfutables. Les diagrammes de coupe transversale montrent la séparation. La coupe de précision du granit à des tolérances de 0,2 mm nécessite un guidage laser à pointe de diamant. Officiellement inventées dans les années 1960, ces fondations, année 1870, datation confirmée par stratification. Les spécifications de tolérance, les exigences d'outils de coupe, l'analyse comparative des matériaux, tous impossibles pour la période, impossibles, mais datés avec certitude, pas romain, pas médiéval, pas renaissance, préexistant,
tartarien. Des preuves matérielles montrant une technologie de taille de pierre dépassant les capacités du XIXe siècle. Pourquoi construire des structures conventionnelles sur des fondations mégalithiques? Pourquoi ne pas documenter la découverte des fondations pendant la construction originale? Pourquoi les excavations modernes révèlent-elles des surprises sur des bâtiments que nous avons prétendument construits? Pourquoi le fond ne correspond-il pas au sommet? À moins que nous n'ayons pas construit le fond. Registre d'excavation des fondations de la construction originale? Absent. Relevé géologique avant construction? Introuvable. Témoignages d'ouvriers sur les structures préexistantes? Disparus. La construction commence. Les fondations sont déjà là. Aucune documentation. Impossible dans un projet de cette ampleur. La même technique mégalithique apparaît dans Machu Picchu, Baalbek, Gizeh, Göbekli Tepe et l'Opéra de Paris. Pas une coïncidence, un héritage, une civilisation globale qui construisait en pierre. Nous avons construit en briques, sur le dessus de leurs fondations. Si les fondations sont héritées, ok, d'autres est hérité. Et c'est alors que j'ai trouvé les réseaux souterrains, sous Paris. 2300 km de tunnels. Histoire officielle, égouts. Construit pour la gestion des déchets. Réalité, chambre acoustique tous les 400 mètres. Angle géométrique précis aux intersections. Canaux d'eau nécessitant une ingénierie de précision sous degré. Pas des égouts. Infrastructure. Les photographies des catacombes et aqueducs de Paris montrent des chambres en dôme acoustique, des dispositions d'intersection géométriques. Les cartes montrent des motifs de réseaux de géométrie sacrée. Les tests acoustiques modernes montrent des fréquences de résonance, des fréquences spécifiques, des fréquences harmoniques. Les canaux d'eau nécessitant une précision de pente de 0,3 degrés sur des distances de 5 km. L'équipement de relevé pour cette précision, inventé dans les années 1950. Ces canaux, datés des années 1850. Pente parfaite, écoulement parfait, relevé impossible. Les calculs de gradient, les exigences technologiques de relevé, les données de fréquence acoustique, tous dépassent les capacités de l'époque. Pas des égouts, pas du drainage, pas des tunnels de transport. Réseau énergétique, acoustique, hydraulique. Des preuves d'ingénierie montrant une intégration systématique de l'hydraulique et de l'acoustique dépassant la compréhension du XIXe siècle. Pourquoi intégrer des chambres acoustiques dans des systèmes d'égouts? Pourquoi la précision géométrique dans la gestion des déchets? Pourquoi connecter chaque bâtiment majeur au réseau souterrain? Pourquoi concevoir pour des fonctions au-delà du drainage? À moins que le drainage soit l'excuse, pas le but. Plans originaux du réseau? Disparu. Spécification d'ingénierie? Introuvable. Déclaration de but? Absente. 2300 km construits en 30 ans, zéro plan survivant. Comme si quelqu'un les avait collectés. Archives municipales de Paris. Des cartes de réseau existent, scellées depuis les années 1980. Société française d'ingénierie. Documents historiques. Accès restreint. Département de géologie de la Sorbonne. Relevés originaux. En rénovation. Institut de France. Registre complet. Inaccessible sans permission gouvernementale. 4 institutions. Même document. Même restriction. L'architecture tartarienne était des bâtiments machines. L'eau conduisait l'énergie électromagnétique. La géométrie focalisait la résonance acoustique. Les réseaux souterrains distribuaient l'énergie. Ce n'était pas des égouts, c'était le réseau électrique. Un réseau que nous avons hérité sans comprendre. Alors nous les avons appelés égouts. Un réseau électrique sous chaque ville majeure, construit en 30 ans, avec une précision impossible. Et puis j'ai découvert qu'ils sont tous connectés. Paris, chambre acoustique tous les 400 mètres exactement. Vienne, tous les 400 mètres. Paris, espacement de chambre 400 mètres, angle d'intersection 23 degrés. Vienne, espacement de chambre 400 mètres, angle d'intersection 23 degrés. Saint-Pétersbourg,
espacement 400 mètres, angle 23 degrés. Prague, espacement 400 mètres, angle 23 degrés. Budapest, espacement 400 mètres, angle 23 degrés. Berlin, espacement 400 mètres, angle 23 degrés. Londres, espacement 400 mètres, angle 23 degrés. Chicago, espacement 400 mètres, angle 23 degrés. Buenos Aires, espacement 400 mètres, angle 23 gros. Melbourne, espacement 400 mètres, angle 23 gros. 10 villes, un design synchronisé. Pourquoi? Association internationale de recherche hydraulique. Des études comparatives existent. Ingénierie du patrimoine mondial UNESCO, documentation scellée. Base de données archéologiques de l'Union européenne, cataloguée, restreinte. Organisation mondiale de la santé, registre historique. Révision administrative. Pas coïncidence. Pas invention indépendante. Pas développement parallèle. Source unique. Implémentation globale. Des preuves géographiques montrant une coordination de conception identique à travers des continents séparés pendant la même période de construction. Une civilisation, une technologie, une période d'implémentation, avant que les nations n'existent comme nous les connaissons. C'était l'infrastructure de la Tartarie. Nous avons simplement renommé les tunnels. Infrastructure globale synchronisée, construite avant les États-nations. Ce qui signifie que quelqu'un a coordonné à travers les continents. Et puis cette coordination a disparu. Complètement. Comme si, carte de 1800, Tartarie étiquetée, couvrant la Russie, l'Asie centrale, la Sibérie. Carte de 1850, Tartarie disparue. Des nations à la place. Le changement cartographique s'est produit entre 1835 et 1855. Fenêtre de 20 ans, quand l'un des plus grands territoires de l'histoire a simplement cessé d'exister officiellement. Pas graduellement, immédiatement. Les comparaisons de cartes côte à côte montrent le changement. 1800, Tartarie clairement étiquetée. 1860, effacée complètement. Les entrées d'encyclopédie montrant la Tartarie avant 1850, absence après 1850. La collection cartographique du British Museum montrant le motif d'effacement. Territoire couvrant 11 millions de kilomètres carrés, population estimée à 30 plus millions, effacé des registres en 2 décennies, aucune conquête documentée, aucune migration enregistrée, aucune explication fournie. Pas conquise, pas effondrée, pas migrée, pas renommée, effacée, délibérément, complètement. Des preuves cartographiques montrant la suppression coordonnée d'une entité géopolitique majeure à travers plusieurs nations européennes simultanément. Comment un territoire couvrant 1/8 de l'Asie disparaît-il des cartes? Pourquoi les encyclopédies de 1780 décrivent-elles la Tartarie alors que les éditions de 1860 l'omettent entièrement? Qui a coordonné les changements cartographiques à travers les nations européennes? Pourquoi aucun manuel d'histoire n'explique-t-il cette disparition? À moins que la disparition soit le but. Registre de traités, absent. Documentation de conquête, inexistante. Recensement de population, disparu. Registre de migration, introuvable. 30 millions de personnes, zéro documentation de transition. Comme s'il n'avait jamais existé. British Museum, carte pré-1850, disponible. Explication post-1850, aucune. Bibliothèque nationale française, référence tartarienne cataloguée. L'accès nécessite une approbation ministérielle. Archives d'État russe. Les registres existent. Numérisation en attente depuis 2007. Bibliothèque du Congrès. Collection de cartes complètes. Analyse cartographique restreinte. 4 institutions majeures. Même période. Même restriction d'accès. Ce n'était pas une évolution culturelle. C'était un déni d'héritage. Les structures sont restées. La technologie est restée. Mais l'attribution a changé. De la civilisation tartarienne à la réalisation européenne. L'histoire réécrite en temps réel. Ils ont effacé le nom, ils ont effacé les cartes, et puis ils ont fait autre chose. Ils ont scellé les preuves. Essayez d'accéder aux registres de construction originaux. N'importe quel bâtiment, 1850 à 1890. Catalogué, listé, décrit, scellé.
Les Archives nationales françaises listent 847 collections de documents architecturaux de cette période comme disponibles sur demande spéciale, nécessitant un processus d'approbation de 3 mois, signature ministérielle. Pas protection, suppression ciblée. Les captures d'écran des catalogues d'archives montrant des étiquettes « accès restreint », les échanges d'emails montrant des refus de permission. Les politiques d'accès comparatif montrent que les documents modernes sont plus accessibles que les documents de 1850 à 1890. Les documents plus anciens devraient être moins restreints. La logique suggère que plus un document est ancien, moins il y a de préoccupations de confidentialité. Pourtant, les documents de 1750 sont plus accessibles que les documents de 1870. Pourquoi ? Pas protéger des documents fragiles, pas respecter la vie privée, pas suivre des protocoles standards, restrictions sélectives, suppression ciblée, des preuves institutionnelles montrant des politiques d'accès inhabituelles ciblant spécifiquement la documentation architecturale du milieu du XIXe siècle. Pourquoi restreindre des documents de construction vieux de 170 ans ? Pourquoi exiger une approbation ministérielle pour des plans architecturaux ? Pourquoi les documents de 1750 sont-ils plus accessibles que les documents de 1870 ? Pourquoi les archives numériques omettent-elles précisément cette période ? À moins qu'il y ait quelque chose dans ces documents. Les catalogues listent les documents. Les politiques d'accès empêchent la consultation. Nous savons ce qui existe. Nous savons où ça existe. Nous ne pouvons pas le voir. Par conception, Archives nationales françaises, 847 collections restreintes, Bibliothèque d'État autrichienne, préoccupation de conservation, Archives historiques d'État russes, numérisation retardée indéfiniment, British Library, approbation ministérielle requise, Bibliothèque du Congrès, révision administrative en cours, Archives fédérales allemandes, accès sur rendez-vous uniquement, attente de 6 mois. Archives secrètes du Vatican, aucun commentaire. Cette institution, même politique, même période, même restriction. Qu'y a-t-il dans ces documents ? Des méthodes de construction que nous ne pouvons pas répliquer ? Des reconnaissances de structures héritées ? Des références aux bâtisseurs tartariens ? Quoi que ce soit, le consensus institutionnel empêche l'accès. Ils ne nous laisseront pas voir les registres. Mais ils n'ont pas pu tout sceller. Certaines preuves ont survécu. Dans les sous-sols, sous l'Opéra de Paris. 4 niveaux de sous-sol existent officiellement. Un 5e niveau existe, scellé depuis 1907. Les tests acoustiques de la rénovation des années 1980 ont détecté des motifs de résonance de chambres sous le sous-sol officiel, scellés avec du béton, retiré des plans. Accès interdit. Pas ajout ultérieur. Design intégré. Des coupes architecturales montrant les niveaux de sous-sol officiels contre les scans radars/sonars révélant des chambres plus profondes. Les photographies de moments d'accès rares pendant les rénovations des années 1950 montrant des portes scellées, des escaliers remplis. Les données de scans acoustiques montrant des espaces vides. Chambres précédant la construction officielle de 200 plus ans selon l'analyse des matériaux. Pourtant date de construction officielle. 1875. Matériaux de chambre, datés des années 1600 à 1700. Le bâtiment n'existait pas encore, la chambre existait. Impossible selon la chronologie officielle. Pas ajout ultérieur, pas structure antérieure démolie et construite par-dessus. Pas bâtiment séparé, même design intégré. Chambre conçue avec le bâtiment, avant que le bâtiment n'existe officiellement. Des preuves structurelles montrant une intégration architecturale de chambres antérieure à la date de construction officielle du bâtiment. Pourquoi sceller des chambres au lieu de les réutiliser ? Pourquoi retirer les niveaux scellés des plans mis à jour ? Pourquoi interdire l'accès en citant des préoccupations structurelles dans des bâtiments encore activement utilisés au-dessus ? Pourquoi les scans acoustiques révèlent-ils des caractéristiques qui ne devraient pas exister ? À moins que ces caractéristiques ne révèlent quelque chose. Plans de sous-sol originaux ? Disparus. Ordre de travaux de scellement ? Introuvable. Justification d'ingénierie ? Absente. Décision prise. Chambre scellée. Aucune documentation du pourquoi. Procédure standard pour cette période.
ministère français de la Culture. Scan radar effectué dans les années 1990. Résultats classifiés, patrimoine mondial UNESCO, relevés structurels obligatoires, relevés de sous-sol exemptés, ingénierie de la ville de Paris, travaux de scellement documentés, justification absente, Fondation européenne du patrimoine, proposition d'accès refusée sans explication. 4 institutions, même pattern, même silence. Les bâtiments tartariens étaient des machines. Les sous-sols abritaient le mécanisme, canaux d'eau, chambres acoustiques, espaces de résonance géométrique. Quand nous avons hérité des bâtiments, nous avons hérité des sous-sols que nous ne comprenions pas. Alors nous les avons scellés, remplis, effacés. Problème résolu. 4 niveaux auxquels nous pouvons accéder. Un niveau que nous ne pouvons pas. Et sous ce niveau scellé, les preuves suggèrent qu'il y a plus. Beaucoup plus. On nous a enseigné que nous avons inventé le monde moderne, que nous avons progressé, que nous avons avancé. Mais les preuves montrent le contraire, que nous avons hérité d'une infrastructure avancée et l'avons dégradée pour correspondre à nos capacités. Pas invention, héritage. Le montage de toutes les preuves précédentes montre en succession rapide porte, escalier, fondation, réseau, chambre, carte. La chronologie visuelle montrant récit officiel contre récit basé sur les preuves révèle des divergences systématiques. Pas avancement, pas progrès, pas innovation, pas invention. Héritage, dégradation, adaptation, survie. Des preuves montrant que la technologie architecturale et d'ingénierie a diminué plutôt qu'augmenté pendant la période 1800 à 1900. Pourquoi les bâtiments de 1870 dépassent-ils nos capacités actuelles? Pourquoi les réseaux souterrains montrent-ils une précision que nous ne pouvons pas répliquer? Pourquoi les fondations révèlent-elles des techniques que nous ne comprenons pas? Pourquoi le progrès ressemble-t-il à un déclin? À moins que le progrès soit le mythe et l'héritage soit la réalité. Avant d'aller plus loin, si vous êtes toujours là, si vous ressentez cette même reconnaissance troublante que ce qu'on vous a enseigné ne correspond pas à ce qui existe, ce n'est pas pour l'algorithme. C'est parce que vous êtes l'une des rares personnes prêtes à regarder des cadres de porte et à demander pourquoi. Appuyez sur j'aime maintenant, pas pour les vues, mais parce que ça me dit que vous voyez ce qui est caché entre les lignes. Parce que ce qui vient ensuite change tout. La Tartarie n'était pas une nation. C'était une civilisation qui construisait avec de la pierre, pas de l'acier, qui utilisait l'eau comme énergie, pas du combustible, qui concevait des bâtiments comme des machines, pas des monuments, qui créait une infrastructure globale, pas des projets isolés. Vers les années 1800, cette civilisation s'est terminée, pas par conquête, par catastrophe. Ce qui restait, c'était les structures. Des structures que nous n'avons pas construites, ne pouvions pas construire, ne comprenions pas. Alors nous avons fait ce que fait tout héritier. Nous les avons revendiqués. Nous les avons renommés. Nous avons réécrit leur histoire. Nous les avons appelées françaises, russes, allemandes, américaines. Nous avons antidaté leur construction à nos chronologies. Nous avons scellé ce que nous ne pouvions pas expliquer. Nous avons effacé ce qui contredisait notre récit. C'était la Tartarie, c'est l'héritage. Et nous avons vécu dans ces ruines, les appelant nos réalisations. Mais si nous avons hérité des années 1800, quoi d'autre avons-nous hérité? Et quoi d'autre nous a-t-on dit avoir été inventé, quand c'était simplement trouvé? Les chambres scellées restent scellées. Les archives restent restreintes. Les documents restent catalogués, mais inaccessibles. Les sous-sols restent remplis. Les questions restent sans réponse. Pas conclusion, reconnaissance. Retour aux images d'accroche originales, portes, escaliers, réseaux. Mais maintenant avec superposition de tampons, accès restreint, diagrammes de chambres scellées, lettres de refus institutionnelles. Métaphore visuelle, caméra descendant dans le sous-sol, lumière s'estompant, atteignant une porte scellée, se terminant dans l'obscurité. Pas complot, pas théorie. Pas spéculation, pas conclusion. Preuve sans accès, question sans réponse, vérité sans permission.
Des preuves documentées montrant une restriction systématique de l'information concernant l'architecture et l'infrastructure du XIXe siècle. Qu'y a-t-il dans les sous-sols scellés? Qu'y a-t-il dans les archives restreintes? Qu'y a-t-il sous les fondations? Qu'est-ce qui est écrit dans les encyclopédies retirées? Qu'est-ce que la Tartarie a réellement construit? Registre de construction, scellé. Relevé de fondation, disparu. Plan de réseau, restreint. Référence tartarienne, effacée. Explication, absente. Preuve, partout. La Tartarie a construit ce que nous avons hérité. Nous avons hérité de ce que nous avons revendiqué. Nous avons revendiqué ce que nous ne comprenions pas. Ce que nous ne comprenions pas, nous l'avons scellé. Ce que nous avons scellé, nous l'appelons progrès. Mais sous le progrès, sous les revendications, sous les sceaux, qu'est-ce qui reste enterré? Qu'est-ce qui a été retiré? Qu'est-ce que nous avons hérité? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas construire? Qu'est-ce que nous ne comprenons pas? Les photographies de 1890 montrent des angles larges. Les photographies de 1905 montrent des cadrages serrés. Qu'est-ce qui a changé? 47 chambres murées entre 1893 et 1895, toutes pendant la même période. 2,3 tonnes de mécanismes retirés selon les manifestes d'inventaire. Destination jamais enregistrée. Les preuves persistent, attendant quelqu'un prêt à poser les questions que tout le monde a accepté de ne pas poser. Les questions ne se terminent pas, elles se multiplient.